Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette séance un petit peu particulière puisque notre intervenant ne pouvant exceptionnellement pas se trouver parmi nous physiquement à Pessac, elle va avoir lieu en visioconférence. Les déplacements sont un petit peu compliqués à l'heure actuelle, mais grâce à la magie de la technique et à la souplesse de notre intervenant, on a le plaisir d'avoir pu maintenir cette conférence à distance. Alors ce soir, séance exceptionnelle consacrée à Molière, qu'on célèbre dans la lignée des commémorations pour les 400 ans de sa naissance, qui ont eu cours tout au long de 2022. Et notre invité a été est l'une des personnalités les plus sollicitées dans ce cadre, puisqu'il est l'un des mieux placés en France pour parler de Molière. On est très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Donc il va arriver à l'écran dans quelques secondes. Donc Georges Forestier, voilà, est là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous et merci mille fois. Donc Georges Forestier est professeur émérite de littérature française à la Sorbonne, éminent spécialiste du théâtre classique des grands dramaturges du XVIIe siècle. Il s'intéresse particulièrement à la fabrique des grandes œuvres du théâtre du XVIIe, leur mécanique, leur structure dramatique, les techniques de déclamation de l'époque également qu'il réhabilite. Et tous ces travaux, ces recherches l'ont conduit à publier une belle biographie en 2018, Molière, parue aux éditions Gallimard, et qui s'est vu attribuer le Grand Prix de l'Académie française pour la biographie littéraire. Voilà. Et c'est pour ce portrait qui cherche à rétablir des vérités derrière le mystère Molière qu'on l'a invité et qu'on va avoir le plaisir de l'écouter ce soir. Voilà, je le remercie encore infiniment. Cher Georges, je vous cède la parole. Bonne soirée. Merci beaucoup. Eh bien, je dis bonjour à tous les présents, à la fois présents dans le cinéma de Pessac et tous ceux qui sont répartis dans tous les cinémas que vous avez énoncés. Bonsoir. Heureux d'être virtuellement présent parmi vous pour, en fait, les 400 ans, comme Audrey vient de l'annoncer, mais c'est plus exactement aussi les 350e anniversaire de sa mort. Parce qu'en fait, entre 2022 et 2023, on a fêté deux anniversaires. Le 400e anniversaire de sa naissance ou de son baptême le 15 janvier 2022, mais le 350e anniversaire de sa mort le 17 février, et c'est tout récent, le 17 février 2023, puisque vous savez sans doute tous que Molière est mort au soir de la quatrième représentation du Malade imaginaire, c'est-à-dire la pièce avait été créée le 10 février 1673 et il est mort le 17 février 1673. Je reviendrai évidemment sur cette mort parce que ça fait partie, en partie si je puis dire, pardon, des légendes qui courent sur Molière. Et comme l'un des axes de cette conférence ce soir, c'est de revoir les légendes et d'essayer de se rapprocher de l'histoire au plus près de l'histoire de Molière. Donc voilà, donc on va reparler de cette question de sa vie et de sa mort. Alors pour entrer en matière avec justement la question des légendes et de savoir qui était Molière, qu'est-ce qui nous permet de nous rapprocher de lui au plus près, eh bien commençons par s'amuser avec les vérités et les légendes picturales. Si vous, quand je dis s'amuser, c'est qu'il suffit de taper sur Google Molière et faire Google Images avec Molière, eh bien vous vous rendez compte que vous avez devant vous une série d'images de Molière qui sont toutes plus ou moins différentes les unes des autres. Et la question qui se pose, c'est de savoir où est l'image du vrai Molière là-dedans et comment se fait-il qu'elle soit si différente de décennie en décennie et puis de siècle en siècle. Eh bien, la réponse, en fait, elle est simple. Il y a seulement deux portraits authentiques de Molière, tous les deux faits par deux frères Mignard. Je ne sais pas si vous avez le surtitre dessus des deux tableaux, parce que moi, une partie de mon image est cachée par le partage d'écran, et donc, normalement, il y a écrit les deux portraits authentiques, les deux seuls portraits authentiques, Mignard l'Avignonnais et Mignard le Romain. Alors, de quoi s'agit-il? Vous avez, vous voyez, deux portraits. Celui de gauche, c'est Molière en train de représenter une tragédie. Il a été peint dans les années 50 par Nicolas Mignard. Je reviendrai sur lui parce que c'est un des plus grands peintres du XVIIe siècle, mais en outre, il était le propriétaire, par son mariage, le propriétaire d'un jeu de pommes à Avignon, et ce jeu de pommes qui, comme vous le verrez tout à l'heure, était un des lieux qui accueillait les troupes de théâtre, puisqu'on transformait à l'époque les jeux de pommes en salles de théâtre. Et il se trouve que donc Molière et sa troupe ont très souvent joué dans l'un des deux jeux de pommes
qui était aménageable en théâtre d'Avignon. Et c'est à cette occasion que Nicolas Mignard donc, a peint Molière, et Molière en tant qu'acteur. Et qu'est-ce que c'est qu'un acteur dans la première moitié du XVIIe siècle, même un acteur qui va devenir un acteur comique? C'est un acteur qui se fait représenter dans le rôle le plus prestigieux pour un acteur, c'est-à-dire un acteur de tragédie. Et il se trouve que là, il est représenté dans le rôle de César, dans une pièce de Corneille qui était très populaire au XVIIe siècle, qui s'appelle La mort de Pompée, qui a été vite oubliée au cours du XVIIIe siècle, mais elle était très importante. Donc, La mort de Pompée de Corneille, et donc c'est le rôle de César. Et puis à droite, vous avez un autre portier de Molière, on voit qu'il a 10 ans de plus, hein, c'est Molière, donc, à la différence de Molière acteur à gauche, dans son rôle prestigieux donc d'acteur de tragédie, à droite, on le voit, en fait, et vous allez comprendre dans un instant pourquoi j'affirme qu'on le voit en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'il a une robe d'intérieur, il a une robe d'intérieur, il a une chemise, vous allez voir qu'il a un livre à la main, une plume en main même, et donc, c'est Pierre Mignard. Pourquoi Mignard le Romain? Parce que lui ne s'est pas arrêté à Avignon où il est tombé amoureux d'une Avignonnaise, comme son frère Nicolas, et lui a continué jusqu'à Rome où il est resté pendant plus de 20 ans. Et il est devenu là-bas l'un des plus grands peintres européens. Il s'est fait connaître comme l'un des plus grands peintres européens. Et il a été rappelé par Louis XIV et Mazarin en 1657 pour venir à Paris occuper la place importante qu'il avait face à Charles le Brun. Et c'est ainsi que, s'arrêtant à Avignon chez son frère, il a fait la connaissance de Molière et il est devenu très proche de Molière et de la troupe, ce qui explique qu'il ait peint ce portrait de Molière dans son intérieur, probablement dans les années 60. Et donc, voilà, donc le portrait qui est à gauche de Nicolas Mignard, il a été peint en deux exemplaires jumeaux, l'un qui est aujourd'hui à la Comédie Française, l'autre qui est au musée Carnavalet. Et le portrait de Molière donc par Pierre Mignard, Mignard le Romain, lui, il est en unique exemplaire au musée de Condé de Chantilly. Et il faut aller au musée Condé pour le voir parce que l'une des comment dirais-je, consignes du duc d'Aumale lorsqu'il a fait don de son château à l'Institut de France, ça a été que rien ne devait être déplacé ni touché dans sa galerie de peinture, et donc aucun tableau ne peut sortir de cette galerie de peinture. Donc voilà, donc nous avons deux portraits qui sont deux portraits authentiques, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que très vite, il y a eu des déclinaisons, et la première déclinaison, c'est ça qui nous permet de savoir que le portrait de Pierre Mignard, ici, en fait, c'est un portrait qui a été retouché lorsque le tableau a été restauré. On a fait une sorte de vignette ronde, alors qu'en fait, à l'origine, il était aussi grand que ça, puisque ça, c'est une gravure qui a été tirée de ce tableau. Et on voit donc Molière en auteur, robe d'intérieur, chemise, autre chose, bien sûr, et donc plume en main et un livre à la main. Et à partir de cette gravure, une autre gravure a été faite dans un livre important qui a paru à la fin du XVIIe siècle, le grand livre de Charles Perrault, le fameux auteur des contes, qui a écrit un livre qui s'appelait Les hommes illustres qui ont paru en France pendant ce siècle, donc en 2 volumes, où tous les hommes illustres, que ce soit des grands capitaines, des grands penseurs ou des écrivains, ont figuré, chacun avec 1 page et demie de description et un portrait, donc une gravure. Et voilà la gravure de Molière, qui est donc elle-même tirée de la gravure, adaptée de la gravure de Nolin, qu'il avait faite à partir du tableau de Mignard. Et on voit comment le visage, petit à petit, il se décline, et il s'éloigne du visage originel du tableau de Pierre Mignard. Et ça continue. Ce qui devient intéressant, c'est ça, c'est que les tableaux qui ont été faits à partir de là. Et c'est là qu'on voit comment même, comment dirais-je, des portraits entrent dans la légende, puisque vous remarquez que ces deux tableaux, un tableau anonyme à gauche et un tableau célèbre de Charles-Antoine Coypel du XVIIIe siècle, donc tous les deux sont du XVIIIe siècle, vous remarquez qu'en fait, ces tableaux sont le résultat de combinaisons entre les portraits des deux frères Mignard. L'un avec un Molière qui tourne la tête de côté, mais qui est en robe, en chemise et en robe d'intérieur, l'autre qui est aussi le même Molière qui est de côté, mais avec en chemise aussi et avec la plume en main, etc. Et donc la combinaison des deux aboutit à des portraits
qui sont dérivés, qui représentent Molière, mais qui ne sont pas Molière, puisque voilà. Et ce genre de portrait a été tellement décliné que lorsque l'éditeur Gallimard a cherché une maquette pour le livre dont on a parlé tout à l'heure, qui est apparu en 2018, dont je suis l'auteur, eh bien, ils n'ont pas trouvé mieux que de faire un de ces faux portraits. Donc, c'est un livre qui prétend à l'authenticité du portrait de Molière dans la description que j'en donne à l'intérieur, mais il s'affiche avec un portrait faux. Donc voilà, donc le faux est partout. Et ce que je vais essayer de vous montrer et sur quoi je vais essayer de revenir dans la suite de cet exposé. Alors, comment se fait-il et comment sont nées les légendes? Et l'entrée dans la légende, le premier texte qui parle de Molière, qui raconte Molière, il est publié 9 ans après sa mort dans la grande édition des œuvres de Monsieur de Molière en 8 volumes, comprenant les œuvres qu'il avait déjà publiées et des œuvres posthumes, comme Don Juan, comme Le Malade imaginaire, puisque Molière est mort avant d'avoir pu le publier. Donc 8 volumes, et en tête duquel, comme c'était l'usage, il y avait une préface en forme de vie. Depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, on ne parle pas de biographie, on parle de vie. On écrit la vie d'un grand homme, la vie d'un philosophe, la vie d'un grand capitaine, la vie d'un auteur. Et on parle toujours de vie. Et ces vies obéissent à des règles, bien sûr, parce qu'en fait, ces vies, elles obéissent à un système d'organisation, d'écriture qui relève de la rhétorique et d'un pan de la rhétorique qu'on appelle la rhétorique épidictique, celle qui vise à, comment dirais-je, à faire les éloges ou les blâmes, et qu'évidemment on utilise dans les oraisons funèbres, dans les textes d'éloges, c'est-à-dire qu'on reprend les éléments saillants de ce qu'on sait du personnage, auquel on ajoute des éléments plus ou moins inventés parce qu'on n'a pas grand-chose comme connaissance sur ces personnages, et on met en valeur tout ça avec un beau discours qui vise à faire ressortir les qualités déjà connues du personnage. Et là, c'est ça qui se passe au début dans cette préface. Alors vous voyez, j'ai pris une photo à gauche du début de la préface. Évidemment, c'est en graphie du XVIIe siècle. C'est pour ça que les S, on a les grands S, on a faisait remarquer, ça s'écrit F-A-I-S, grand S, O-I-T, etc. Donc, vous avez la transcription à droite en écriture contemporaine, en graphie contemporaine. Ce que je veux dire par là, c'est que vous remarquez que j'ai inscrit des phrases en rouge, je les ai surlignées en rouge. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dès que ce texte qui prétend faire la vie de Molière en 1682, en ouverture à grande édition posthume de son théâtre, eh bien, il y a déjà des choses qui sont sujettes à caution lorsqu'on s'interroge dessus. Notamment, il fit ses humanités au collège de Clermont, et comme il eut l'avantage de suivre Monsieur le Prince de Conti dans toutes ses classes, la vivacité d'esprit qui le distinguait de tous les autres lui fit acquérir l'estime et les bonnes grâces de ce prince qu'il a toujours honoré de sa bienveillance et de sa protection, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce que j'ai souligné ça en rouge? Parce qu'effectivement, Molière a probablement fait ses humanités depuis la classe d'aujourd'hui de 6e jusqu'aux classes de philosophie au collège, dans un collège de la montagne Sainte-Geneviève. Les a-t-il fait au collège de Clermont, qui était le collège le plus prestigieux de l'époque, était tenu par les jésuites, collège qui va être rebaptisé lorsque Louis XIV va le prendre sous sa protection en 1682, justement, la même année de la publication de ce livre, et qui va s'appeler désormais le collège Louis le Grand, et qui est devenu évidemment le célèbre aujourd'hui lycée Louis le Grand. On n'en est pas sûr qu'il a fait ces études-là, il n'y a que ce texte-là qui le dit. Et est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce texte? C'est là que ça devient intéressant, parce qu'on nous dit qu'il a suivi dans toutes ses classes Monsieur le Prince de Conti. Certes, Conti, frère du Grand Condé, donc le 4e personnage du royaume, un prince du sang, cousin de Louis XIV, a été élève au collège de Clermont. Ensuite, il a accueilli Molière, il a pris la troupe de Molière sous sa protection 10 ans plus tard, lorsqu'il était dans le Languedoc. Mais c'est pas possible qu'ils se soient suivis l'un et l'autre dans leur classe, parce que le prince de Conti avait 8 ans de moins que Molière. Et donc, tout ça, on voit comment c'est de réorganiser. Prestigieux de le mettre en rapport avec le prince de Conti, prestigieux de montrer que ce prince l'a toujours honoré de sa bienveillance. Donc, dès le début, Molière était un élu, en quelque sorte, puisqu'il a été distingué par un des plus grands princes du royaume. Et donc, voilà, on voit comment se fabrique déjà, dans le cadre d'une vie
fondée sur une sorte de présentation élogieuse du personnage que l'on décrit, comment se fabrique une série de légendes. Et vous remarquez que, évidemment, puisque Molière a été un grand auteur de théâtre et particulièrement de comédie, eh bien, d'emblée, on nous le montre avoir une inclination pour la poésie. Il a lu les poètes avec un soin tout particulier, et surtout Terence, évidemment. Pour quelle raison? Parce qu'au XVIIe siècle, assez vite, on a surnommé Molière le Terence du XVIIe siècle, parce que lorsqu'il a été considéré comme le meilleur auteur de comédie français, eh bien, on l'a mis sous le patronage du meilleur, celui qui a été considéré comme le meilleur auteur de comédie de comédie latine depuis l'Antiquité, puisque les deux auteurs romains, c'était Plaute et Terence, Terence étant le plus parfait des deux, et donc Molière était le Terence du XVIIe siècle. Alors, il nous apprend quelque chose d'intéressant, c'est au sortir des écoles de droit et choisit la profession de comédien. Bon, on apprend là que Molière a fait des écoles de droit. Où les a-t-il fait? Pas possible qu'il les ait fait à Paris parce qu'on n'a étudié que le droit canon, le droit religieux. Il était interdit depuis le Moyen-Âge d'étudier le droit civil à Paris, donc tout le monde partait soit à Orléans, à Poitiers, etc. Et il est bien possible que Molière soit allé à Orléans, mais vous voyez, on n'en sait pas plus. Il a fait des écoles de droit. Au sortir des écoles de droit, il choisit la profession. Il semblerait, en fait, d'après toutes les recherches qu'on a pu faire, auxquelles j'ai fait, il a ses études de droit pour choisir la profession de comédien. Et effectivement, il sentait, est-il se penchant? A-t-il rencontré une troupe? Est-il tombé à main? On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors, là, vous voyez comment, dès le premier texte, on a beaucoup d'éléments qui confèrent une dimension légendaire à les connaissances de Molière qui vont passer à la postérité. Et cette dimension légendaire, ça va être accentué par la publication en 1705, donc une dizaine d'années plus tard, d'un texte qui s'appelle La vie de Monsieur de Molière. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que la notion de biographie n'existe pas. Ce sont des vies. Et donc, Jean-Léonard Gallois de Grimaret, qu'on appelle tout simplement Grimaret, publie en 1705 un livre qui s'appelle La vie de Monsieur de Molière, qui va être réédité constamment tout au long du XVIIIe siècle, qui va servir même au cours du XVIIIe siècle et encore au XIXe siècle, de préface en fait aux rééditions des œuvres complètes de Molière. Et on va prendre l'habitude, de même qu'autrefois au XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, on ouvrait les œuvres des grands écrivains par une préface qui contenait une présentation de la vie du grand écrivain. Eh bien là, on a jugé plus simple de mettre carrément le livre entier en ouverture des œuvres complètes de Molière. Et donc, tout ce qu'a raconté Grimaret va passer à la postérité, va être recopié, reproduit, et Grimaret va devenir la Bible de tous les auteurs de biographie jusqu'à la fin du XXe siècle, même lorsque beaucoup de découvertes d'archives, dont je vais parler dans un moment, auront progressivement invalidé les affirmations de Grimaret, eh bien, beaucoup de biographes ont eu de la peine à se détacher de Grimaret, pensant que certaines choses qu'il avait racontées, même si ça paraissait un peu contredit par les archives, il y avait peut-être quelque chose de vrai malgré tout un peu dans ce qu'il raconte. Hélas, tous ceux qui ont reproduit Grimaret et qui ont pris Grimaret pour argent comptant, eh bien, ils ne connaissaient pas un jugement exprimé dans une correspondance privée que j'ai reproduit sur la page de gauche, là, qui est un jugement écrit par Boileau dans une correspondance avec quelqu'un qui s'appelait Brossette, au XVIIIe siècle. Brossette, elle a interrogé Boileau sur ce qu'il pensait de ce livre qui venait de paraître quelques mois plus tôt. Et donc, il répond en 1706, pour ce qui est de la vie de Molière, franchement, ce n'est pas un ouvrage qui mérite qu'on en parle. Il est fait par un homme qui ne savait rien de la vie de Molière. Il se trompe dans tout, ne sachant pas même les faits que tout le monde sait. Et Boileau, il connaissait très bien Molière, il avait été très proche de lui dans les années 60 et au début des années 70, jusqu'à sa mort, en fait. Et s'il a raison, c'est parce que quand on commence à lire Grimaret, on s'aperçoit qu'il se trompe dans tout, effectivement. Il se trompe sur le nom de son grand-père, il se trompe sur le nom de sa famille, enfin, de son beau-frère, il se trompe sur le lieu de sa naissance, il attribue le lieu de sa naissance sous les piliers des Halles, alors qu'en fait, le père de Molière a acheté cette maison sous les piliers des Halles en 1643, alors que Molière avait déjà 21 ans et qu'il venait de quitter le domicile.
et il ignore donc que Molière est né au coin de la rue de Saint-Honoré et de la rue des Vieilles Étuves, de l'ancienne rue des Vieilles Étuves. Et donc, voilà, il se trompe à peu près sur tout. Mais le problème, c'est que, fort du fait qu'il dit qu'il s'est renseigné sur Molière, qu'il a interrogé la famille, qu'il a consulté des dossiers, on l'a cru, et je rappelle qu'il a servi donc de base non seulement à beaucoup de biographies, mais aussi à des histoires romancées, comme celle de le roman de M. Molière par Bulgakov, comme évidemment le célèbre film d'Ariane Mnouchkine qui s'appelle Molière, qui est lui-même inspiré du roman de Bulgakov et donc indirectement de Grimaret. Et c'est pour ça que beaucoup de choses sur lesquelles qui nous sont racontées dans le film d'Ariane Mnouchkine ne tiennent pas la route historiquement, mais la question n'est pas de le juger aujourd'hui avec 30 ans plus tard, de façon historique, mais de juger sur le plan cinématographique, et ça, c'est une autre question. Donc voilà, donc vous voyez, beaucoup de choses se sont mises en place à cause de Grimaret, des erreurs de Grimaret, parce que pour quelle raison fait-il des erreurs, tant d'erreurs? Parce qu'il est d'une génération au XVIIIe siècle, où, comme depuis l'Antiquité, quand on écrit des vies, on ne s'intéresse pas aux véritables documents. On n'a pas le réflexe d'aller consulter des archives. C'est à partir de la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle, lorsque la science historique se met en place, qu'on va consulter les archives, qu'on cherche à voir tous les documents qui peuvent nous renseigner sur un auteur. Jusqu'alors, encore une fois, c'est de faire de la belle littérature élogieuse sur la personne dont on parle. Et alors, ce qu'il y a de nouveau au XVIIIe siècle et avec Grimaret, et qui a fait qu'on a beaucoup cru Grimaret, c'est qu'au XVIIIe siècle, on commence à avoir le goût du petit fait vrai. Et qu'est-ce qui va donner le petit fait vrai et qui va faire croire au petit fait vrai? C'est les anecdotes. Le livre de Grimaret, la vie de M. de Molière, est bourré d'anecdotes. Et il se trouve que pendant longtemps, avant de me plonger dans le travail sur Molière, lorsque je commençais à l'aborder de façon indirecte, j'avais l'idée que une anecdote reposait, il n'y a pas de fumée sans feu, et que souvent les anecdotes reposaient sur quelque chose qui à l'origine était probablement vrai. Et j'ai constaté en fait que la plupart des anecdotes sont totalement inventées. Ou alors il y en a 5% peut-être qui ont une origine à peu près vraie, mais la plupart sont totalement inventées. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé, et voilà, il a fallu attendre donc le 19e siècle pour que vraiment, d'abord un commissaire de police à la retraite, Monsieur Beffara, j'ai oublié Louis Beffara, je crois, qui a eu l'idée de se dire, mais quand même, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, il y a des contradictions. Quand on lit Grimaret, il hésite sur sa date de naissance. En fait, il se trompe. Et donc, quand est-ce qu'il est né? Il a réussi à dénicher, évidemment, son acte de naissance, de même qu'il va dénicher son acte de mariage. Et alors, avec ceci d'intéressant, c'est qu'ayant trouvé l'acte de mariage entre Molière et Armande Béjart, eh bien, il va tomber sur la fiction que la famille Béjart avait cherché à faire croire autour de la petite Armande. La fiction, c'est qu'elle est en fait la fille de Madeleine Béjart et d'un grand seigneur du XVIIe siècle, le comte de Modène, mais pour des raisons compliquées, Modène ne pouvait pas la reconnaître parce qu'il avait déjà reconnu une première enfant avec Madeleine qui était morte quelque temps plus tard. Il ne pouvait pas reconnaître une deuxième fois et humilier une deuxième fois son épouse dont il avait besoin pour garantir ses finances un peu délabrées. Et donc, on a décidé de la faire passer pour la fille de la mère des Béjart, de Joseph Béjart, le père, qui était mort depuis 1 an et demi au moment de la naissance de la petite, et de la mère Béjart, qui s'appelait Marie Hervé, qui va suivre la troupe pendant longtemps d'ailleurs ensuite, Marie Hervé, qui avait 49 ans à la naissance prétendue de sa dernière petite fille, etc. Enfin, sa dernière enfant. Et donc, du coup, ça a un peu embrayé l'histoire. Autant il nous a permis d'avoir des découvertes importantes sur la vie de Molière grâce à ses premières enquêtes sur les archives, autant il a un peu embrouillé les choses, parce qu'en découvrant l'acte de mariage dans lequel il était dit que Armande était la fille de feu Joseph Béjart et de feu Marie Hervé, et de Marie Hervé, sa veuve, et bien du coup, on s'est dit,
c'est donc la très jeune sœur de Madeleine Béjart, et voilà, alors qu'en fait, c'est sa fille. Et c'est sa fille, comment le sait-on? Parce que précisément, il y a d'autres archives qui ont surgi. Donc le 19e siècle, pardon, a vu une nuée de chercheurs qui se sont répandus dans les archives départementales, aussi bien à Paris qu'en province, et du coup, ils ont sorti beaucoup de choses. Ils ont même créé dans les années 1670-80 une revue spécialement consacrée à ça qui s'est appelée le Moliériste. Et c'est grâce à ça qu'on a évidemment réussi à redresser beaucoup de choses sur la vie de Molière, et qu'on s'est approché d'une histoire de Molière le plus proche possible. Et donc, tout ça, ça a été regroupé dans un livre capital que s'il y a des curieux parmi vous d'aller voir ces documents, eh bien, ça a été publié au Molière en 1963. Deux archivistes, Elisabeth Maxfeld-Miller et Madeleine Jurgens, ont publié donc un livre aux Archives nationales qui s'appelle 100 ans de recherche sur Molière, sur sa famille et sur les comédiens de sa troupe. Euh, Pourquoi est-ce que je dis, si ça intéresse certains d'entre vous, c'est qu'il est téléchargeable sur le site des Archives nationales, et donc vous pouvez télécharger ce livre et le consulter en PDF, le feuilleter. Vous allez voir, il est absolument passionnant et il nous apprend énormément de choses. Et notamment, parmi les choses qu'il nous apprend, par exemple, vous avez la reproduction de la requête d'Armande Béjart à l'archevêque de Paris et la permission accordée par l'archevêque, etc., pour donner une sépulture ecclésiastique à Molière. Et ce qui est de très intéressant, c'est grâce à cette requête d'Armande Béjart, on apprend exactement les circonstances de la mort de Molière. On sait que c'est après la 4e représentation du Malade imaginaire que Molière rentrait chez lui alors qu'il était malade depuis quelque temps. Une quinte de toux plus forte que les autres a provoqué une hémorragie dans ses poumons, et que quand il s'est senti partir, il a demandé à se confesser. On est allé chercher un prêtre à la paroisse Saint-Eustache. Eh bien, le prêtre a refusé de se déplacer pour Molière, et puis donc on a renvoyé une autre servante pour aller rechercher un autre prêtre qui a lui aussi refusé de se déplacer. Finalement, le beau-frère de Molière et d'Armande s'est déplacé lui-même. Il a ramené un 3e prêtre, mais Molière était mort entre-temps, entre les bras d'un homme très pieux, nommé Couton, et en présence de 2 religieuses qui étaient hébergées dans la maison. Elles étaient en pèlerinage. C'était l'usage souvent d'héberger les pèlerins dans les maisons. Et donc, elles ont pu témoigner qu'effectivement, tout le monde a pu témoigner que Molière était mort en ayant le souhait de se confesser et de recevoir les sacrements, et que c'est par la faute de 2 des prêtres de Saint-Eustache que Molière est mort sans recevoir les sacrements. Mais comme il était mort sans recevoir les sacrements, le lendemain, le curé de Saint-Eustache, dans la mesure où aucun de ces prêtres n'avait pu recevoir non seulement la confession de Molière, et lui donner les derniers sacrements, et n'avait pu recevoir l'abjuration de Molière du métier de comédien, parce qu'un comédien ne pouvait être enterré en terre d'église, en terre ecclésiastique, s'il n'abjurait pas le métier de comédien avant de mourir. Eh bien, il a fallu que donc Armande, Elisabeth Claire Grésinde Béjart, de son nom complet, fasse cette supplique à l'archevêque de Paris, qui a fait enquêter par son vicaire général, et l'enquête a témoigné qu'effectivement, ça s'était passé comme l'avait expliqué Armande Béjart. Et donc voilà un exemple de ce que nous apprend de vérité sur la mort de Molière. Et évidemment, ça pulvérise des légendes qui sont apparues à partir du XVIIIe siècle, selon laquelle Molière serait mort en scène à la fin de la représentation du Malade imaginaire, ce qui est en plus impossible lorsqu'on connaît les usages au XVIIe siècle, qui est qu'on commençait à jouer à 14h de façon à finir au plus tard à 17h30 à la nuit tombée, avant la nuit tombée, parce qu'il fallait absolument que tout le monde soit sorti du théâtre et rentré à la nuit tombée, parce que les rues de Paris étaient dangereuses. Et donc, Molière n'a pas pu, mourant à 10h du soir, il n'a pas pu mourir sur le théâtre, parce qu'il l'avait nécessairement quitté depuis plusieurs heures. Mais cette légende s'est renforcée à partir du XIXe siècle, lorsqu'on a commencé à faire des représentations théâtrales le soir, et donc l'idée que Molière étant mort le soir, il était mort en scène, elle s'est beaucoup plus accrochée. Voilà le genre d'informations que l'on a grâce aux archives. Je passe, hein, c'est un autre exemple c'est un autre exemple, c'est la suite en fait.
fait de la requête et de la signature de l'archevêque de Paris, qui autorise donc Molière à être inhumé, enterré dans la dite église de Saint-Eustache, sa paroisse, etc. En fait, il a été enterré dans un des deux cimetières de Saint-Eustache, le cimetière Saint-Joseph, a été détruit au XVIIIe siècle. Et évidemment, les restes de Molière sont censés avoir été transportés au cimetière du Père-Lachaise, mais on n'est pas sûr vraiment que ce soit ces restes, d'autant plus qu'à côté du cénotaphe de Molière, il y a le cénotaphe de La Fontaine, alors que lui, on est sûr qu'il n'était pas enterré dans le même cimetière, puisqu'il était au cimetière des Innocents au Halles, et donc celui qui est prétendument dans ce tombeau, Père Lachaise, sous le nom de La Fontaine, c'est un illustre inconnu, donc voilà, mais ça c'est un détail. Alors, qu'est-ce qui nous permet aussi d'avoir des renseignements sur Molière? Eh bien, les registres de théâtre. On a la chance d'avoir conservé 3 registres de théâtre tenus par des membres de la troupe de Molière, en l'occurrence ici La Torillière pour l'année 1663-64, puisque c'est-à-dire au lendemain de Pâques 63 jusqu'au carême de Pâques 64. Et ce que nous apprend, par exemple, ces registres qui contiennent une page par jour, c'est que, vous voyez, le dimanche 22 ont été représentés Les Fâcheux et une autre pièce, le 22, Les Fâcheux, donc avec le détail, les frais ordinaires, 55 livres, les frais extraordinaires, c'est normal qu'il y en ait quelques-uns parce que Les Fâcheux, c'est une comédie-ballet, donc il y a des danseurs, des musiciens, etc. Donc, vous voyez, il y a des violons, il y a de l'argent pour la semaine de Cronier. Cronier, c'était le décorateur ordinaire de l'hôtel, etc., etc. Et donc, et ensuite, on voit que sur le reste de la recette, eh bien, divisé par le nombre d'acteurs qui étaient à part entière dans la troupe, eh bien, ça fait une part de 28 livres, 10 sols, 10 sous pour chacun des acteurs. Donc, on a tout ça dans chacun. Alors, on n'en a conservé que 3 de livres de contes, l'un de cette saison théâtrale 63-64, l'autre la saison théâtrale suivante, et un la saison théâtrale 72-73. Tous les autres ont disparu, ont été détruits, mais heureusement, on a l'ancien bras droit de Molière qui était aussi un des principaux acteurs de la troupe. C'est lui qui va créer le personnage de Don Juan qui s'appelait Lagrange. Enfin, son surnom c'était Lagrange, comme le surnom de Jean-Baptiste Poquelin c'était Molière, sieur de Molière. Eh bien lui, son surnom c'était le sieur de Lagrange, donc Lagrange tout court, qui a eu l'idée dans les années 80, probablement parce qu'on lui avait demandé des renseignements pour comment dirais-je, donner des renseignements sur la grande édition posthume des œuvres de Molière de 1682, dont je vous ai parlé en commençant, et c'est lui qui a donné des renseignements sur les dates de création, les lieux de création, etc. Et pour ça, il s'est retourné vers les extraits, vers les registres du théâtre. Et ça lui a donné l'idée de faire un extrait de tous les registres qu'il a réunis. Et cet texte, sans doute, je pense que c'est parce qu'il avait l'intention un jour, lorsqu'il prendrait sa retraite une quinzaine d'années plus tard, là, dans les années 80, d'écrire une histoire de la troupe de Molière. Et toujours est-il qu'il est mort avant d'avoir pu entreprendre cette histoire. Il est mort avant d'avoir fait la totalité de l'extrait, mais il a donc fait un extrait des recettes, et des recettes et des affaires de la comédie. Depuis l'année Pâques de l'année 59, c'est le moment où il est rentré dans la troupe. Donc, il a repris les registres jusqu'au registre qui correspondait à son entrée dans la troupe, et il en a fait donc un grand recueil. Vous voyez, tout ça, c'est manuscrit, c'est conservé dans un coffre-fort dans la bibliothèque musée de la Comédie Française, et heureusement, bien sûr, ça a été publié au XIXe siècle. Et d'ailleurs, on le trouve d'ailleurs on peut le télécharger sur le net. C'est ce que j'ai fait, bien sûr. C'est comme ce qui me permet d'avoir cette version sur mon ordinateur et de pouvoir la consulter dès que j'en ai besoin. Et donc, vous voyez que lui, il a fait quoi? Eh bien, il a fait là où les registres font une page par jour de représentation avec la pièce, tout le détail des frais, des recettes, etc. Lui, Lagrange, il s'est contenté de faire
une ligne par jour. Vous voyez ici, dimanche 12, Malade imaginaire, dimanche 12 février 1673, Malade imaginaire, 1459 livres, et puis en dessous, par, c'est-à-dire divisé par les 14 membres de la troupe, ça fait 55 livres pour chacun des membres de la troupe, sachant que, comme il était l'auteur, lui touchait en plus de sa part de comédien, deux parts d'auteur, comme on les appelait, etc. Et donc voilà, donc on a des renseignements prodigieusement essentiels dans ce registre de Lagrange, puisqu'il a en quelque sorte résumé tous les événements concernant la vie de la troupe du 1659 à la mort de Molière. Vous voyez que même il raconte les détails lui aussi de la mort de Molière dans une page où il a mis un losange noir pour signaler que c'était un jour de deuil. Et donc voilà. Molière, donc on continue. Qu'est-ce que nous apprend en quoi ça nous permet de contrarier et contredire et de s'approcher de la véritable histoire par rapport aux légendes? Eh bien, quand on lit Grimaret, on lit que le jour où Molière a mis le Misanthrope sur le théâtre, eh bien, ça n'a pas très bien marché. La pièce a eu un succès extrêmement mitigé. Et le lendemain, ça a été pire, ça a été quasiment un four. Eh bien, quand on lit le registre de Lagrange, où on a je ne sais pas la page, mais sur le registre de Lagrange, eh bien, on s'aperçoit que la première du Misanthrope a rapporté 1400 et quelques livres, c'est-à-dire à peu près autant que quelques années plus tôt, L'École des femmes, qui a été l'un des grands succès de Molière, et que la deuxième a rapporté encore plus que la première. Et donc, on s'aperçoit que quand on lit justement les documents essentiels du XVIIe siècle, on peut corriger les légendes et notamment rétablir le fait que le Misanthrope, ça a été d'emblée un des plus grands succès de Molière. Et lorsqu'on lit que Grimaret dit que Molière a été obligé de soutenir la pièce quelque temps après avec Le Médecin malgré lui, on s'aperçoit en fait que Le Médecin malgré lui, Molière l'a écrit une fois que le Misanthrope a terminé sa carrière d'exclusivité et que s'il l'a joué à quelques reprises à la suite du Misanthrope, ça a été un pari fait au mois de septembre suivant, où il a montré ce dont il était capable. Ce dont il était capable, c'était d'enchaîner 8 actes de suite, lui, Molière, jouant pendant 5 actes Alceste dans le Misanthrope, et ensuite, dans Le Médecin malgré lui, le rôle de Sganarelle dans les 3 actes du Médecin malgré lui, donc un tour de force qui visait à confirmer sa stature de star absolue du théâtre du XVIIe siècle. Voilà ce que nous apprennent donc les documents authentiques du XVIIe siècle. Nous avons aussi des correspondances, par exemple, une lettre restée inédite, parce que la plupart des lettres du XVIIe siècle qui ont été conservées, c'est parce elles ont été imprimées parce que sinon tout disparaissait, et donc elles sont extrêmement rares, les lettres conservées du XVIIe siècle. On a perdu la quasi-totalité des 40 000 lettres de Racine, on n'en a conservé que presque 200, de Corneille on n'en a qu'une vingtaine, et de Molière, comme chacun sait, tout a disparu, et de La Fontaine, quasiment tout a disparu aussi. On a la chance d'avoir donc une lettre à un de ses amis, qui a été conservé dans les papiers de son ami Maucroix, et qui raconte la fameuse grande fête de Vaux-le-Vicomte, où a été créé les Fâcheux, et donc cette lettre est précieuse. On a d'autres correspondances qui ont été conservées, notamment Guy Patin, parce qu'il était célèbre, il était un épistolier célèbre au XVIIe siècle, et ses correspondants parmi beaucoup, ils ont été nombreux à conserver ces lettres, et il nous apprend beaucoup de choses, évidemment, passionnantes sur les souffrances des Parisiens lors des famines, lors des disettes, dans certains hivers, les froids glaciaires quasiment, qui faisaient que pendant que Molière faisait représenter Don Juan le festin de Pierre en 1665, eh bien, en ce même mois de février, il y a eu une débâcle des glaces sur la Seine qui ont porté des piles de ponts sur certains ponts. Et vous savez qu'au XVIIe siècle, les ponts étaient bâtis, que des gens logeaient dedans, entraînant des morts, etc. Je veux dire, on a une sorte de contrepoint de cette vie que semblait mener Molière, de son théâtre
du Palais Royal en face du Louvre, ou quand il n'était pas dans ce théâtre, il était appelé à jouer dans les différents palais de Louis XIV, que ce soit au Louvre ou à Saint-Germain-en-Laye, ou bien quelquefois à Versailles, à mesure que Versailles devenait de plus en plus un lieu de fête avant de devenir en 1682 le lieu de la cour où Louis XIV transporte sa cour. Mais donc, Molière, on s'aperçoit grâce à certaines correspondances qu'il vivait dans une sorte de bulle tout autour de la cour et qu'il n'était absolument pas concerné par la vie souvent très difficile du petit peuple parisien. Donc voilà de ce que nous apprend, et évidemment Guy Patin nous apprend que pour lui, lorsqu'on subit de fortes fièvres dans une maladie, eh bien, il faut se mettre au lait, et il préconise le lait d'ânesse au sortir de ce type de maladie. Et lorsque on lit que Molière a été mis au lait en 1667, c'est pas du tout parce que, comme on le croit les médecins du 19e siècle obsédés par la phtisie, la tuberculose, que c'était pour soigner la tuberculose, mais tout simplement parce qu'il sortait d'une fièvre et qu'on lui avait appliqué le remède idéal de Guy Patin. L'idéal, c'est le lait d'ânesse d'ailleurs, mais bon, on fait ce qu'on peut de ce point de vue-là, on prend ce qu'on a. Et il se trouve que, évidemment, Guy Patin est d'autant plus intéressant qu'il était un grand adversaire. Il a été longtemps doyen de la faculté de médecine de Paris et il était l'un des principaux adversaires de ce qu'on appelait les circulateurs, c'est-à-dire de tous les médecins qui croyaient à l'invention de Harvey, c'est-à-dire que le sang n'est pas statique dans le corps, mais circule, enfin, la fameuse circulation du sang que l'on connaît bien aujourd'hui. Et donc c'est en cela que c'est un des modèles de Monsieur Diafoirus dans Le Malade imaginaire. Alors je continue. Autres éléments qui sont très importants, c'est les gazettes, la presse people de l'époque, les gazettes en vers. Je donne deux exemples là. Celui à gauche, il s'appelait Jean Lauré et il raconte quelque chose de inouï, c'est-à-dire que jusqu'alors dans les gazettes, on ne parlait jamais du détail des pièces de théâtre. Au mieux, on disait qu'une comédie, au sens large du terme, comme on disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire une pièce de théâtre avait été représentée ici ou là, à la cour, chez un grand seigneur, etc. Et c'est tout. On ne parlait pas de l'auteur, on ne parlait pas du sujet. Et puis tout d'un coup, il y a eu un choc. C'est en novembre-décembre 1659, Les Précieuses ridicules. Et pour la première fois, le gazetier Jean Lauré se met à raconter ce qui s'est passé, à parler de cette pièce qui a fait rire tout le monde et que pour la première fois, il parle d'une pièce qui s'est passée dans l'hôtel du Petit Bourbon. C'était le théâtre à ce moment-là sur les bords de la Seine où jouait Molière et sa troupe. Et voilà, jamais l'Édipe de Corneille, la Cassandre de Bois-Robert, etc., n'ont eu comment dirais-je, n'eurent une vogue si grande tant la pièce semble friande à plusieurs, tant sage que fou. Il faut savoir que ce sont des vers, comme on appelait des vers burlesques. Aujourd'hui, on dirait des vers de Mirliton. Ces gazettes étaient écrites ainsi. Et, court qu'il en soit, elles nous renseignent de façon très précise sur beaucoup d'éléments de la vie de Molière, de sa troupe, les succès de ses pièces, etc. Et aussi certaines gazettes, une gazette étrangère, là, qui nous renseigne, c'est la Gazette d'Amsterdam, le correspondant de Paris de la Gazette d'Amsterdam. Qu'est-ce qu'il nous raconte en mars 1673, quelques jours après la mort de Molière? Le sieur de Molière est mort, comme vous avez déjà su, mais si subitement qu'il n'a presque pas eu le loisir d'être malade. Et voilà comment s'inscrit en faux contre la légende qui a voulu que Molière ait été, dès l'âge de la cinquantaine, enfin début de cinquantaine, fin quarantaine, atteint par la tuberculose et qu'il est mort en quelque sorte une santé dégradée, etc. Non, personne au XVIIe siècle ne s'attendait à ce qu'il meure et il a été victime d'une épidémie bronchopulmonaire, comme on en connaît, n'est-ce pas, depuis 2020, qui a emporté des dizaines de Parisiens en janvier, février 1673, et nous en avons la confirmation grâce à cette gazette. Et l'autre gazette ici, c'est le successeur de Jean Lauré, il s'appelle Charles Robinet, et là, il raconte comment Molière, eh bien, il vient d'apprendre brutalement, hier, quittant la comédie, il perdit tout soudain la vie. Serait-il vrai, etc., etc. Et voilà donc tous les éléments qui nous permettent d'affiner nos connaissances sur Molière, ainsi que les éditions originales qui sont très intéressantes. Là, vous avez la reproduction des pages de titres des éditions du XVIIe siècle, des Précieuses ridicules. Et quand on consulte les Précieuses ridicules dans l'édition originale,
Eh bien, c'est très intéressant parce que on apprend des choses, notamment que les 14 exemplaires qui existent encore dans le monde de cette première édition des Précieuses Ridicules, en fait, ils sont tous légèrement différents. Pourquoi sont-ils tous légèrement différents? Parce qu'en fait, l'urgence était telle par pour les libraires, ce qu'on appelait les libraires, aujourd'hui on dirait les éditeurs, qui se sont associés pour publier dans l'urgence la pièce de Molière, qu'ils ont, comment dirais ils se sont partagés la tâche et chacun des libraires a fait appel à des imprimeurs différents, lesquels ont fait appel à des compositeurs différents dans les ateliers, et ce qui fait que chacun s'est mis à composer les Précieuses Ridicules à partir d'une copie. Alors du coup, les fautes ne sont pas les mêmes, bien sûr le texte est le même, mais il y a des erreurs différentes selon les exemplaires, et c'est très intéressant, ça nous renseigne donc sur la situation d'urgence dans laquelle tout le monde s'est trouvé pour pouvoir publier la pièce et profiter du succès énorme que la pièce avait sur la scène du Petit Bourbon, du théâtre du Petit Bourbon, qui était donc le théâtre occupé par Molière avant qu'il soit rasé pour céder la place à l'actuelle colonnade du Louvre, et avant qu'il, donc, du coup, il occupe le théâtre du Palais Royal. Donc, je redonne là un exemple d'une œuvre de Molière, d'une publication de Molière qui est très intéressante. C'est une œuvre, ça date de 1666, les œuvres de Monsieur Molière, on ne disait pas encore Monsieur de Molière à ce moment-là, les œuvres de Monsieur Molière, et dans ce texte, dans cette édition-là, qui est une édition qui a été faite sans l'autorisation de Molière, mais ça prouve qu'il était extrêmement populaire, puisque les libraires se sont passés de son édition. Il va les poursuivre, hein, mais toujours est-il qu'ils sont passés de son édition. Ils ont fait graver un magnifique page de titre, un frontispice, comme on dit, où l'on voit les deux personnages qui ont rendu Molière célèbre. À gauche, le marquis de Mascarille, avec sa longue perruque, ses chaussures avec tous ses rubans, ses canons, etc. Donc, le marquis de Mascarille en 1660, pardon, le marquis de Mascarille, excusez-moi, j'ai regardé ma montre pour pas trop dépasser le temps imparti. Le marquis de Mascarille, avec tous ses rubans, tous ses canons, toute son immense perruque, etc. Et puis, donc ça, c'est 1659. Et un an plus tard, Révolution. Molière abandonne le personnage de Mascarille et donc celui du marquis de Mascarille pour s'inventer un nouveau personnage qu'il va appeler Sganarelle, qu'il va reprendre dans 5 pièces successives. Et Sganarelle, on le voit ici, il est plus du tout ce personnage-là, on le voit pas. Enfin, moi, vous le voyez peut-être, oui. Sur l'écran, vous voyez peut-être que le marquis de Mascarille, il a une sorte de petit masque, un demi-masque à l'italienne avec un nœud pointu. Donc, Mascarillo, ça signifie petit masque, hein, donc ce rôle du valet rusé et fourbe qui se présente même comme le fourbum imperator, l'empereur des fourbes. Molière va l'abandonner un an plus tard en écrivant une nouvelle petite pièce en un acte qui va avoir un succès phénoménal qui s'appelle Sganarelle ou le cocu imaginaire, et dans lequel, s'inspirant d'un comédien italien, parce que les Italiens ils partageaient la salle du théâtre du Petit Bourbon avec les Italiens, puis après la salle du théâtre du Palais Royal avec les comédiens italiens de Paris. Et il y en avait un qui était particulièrement célèbre, qui était un mime qui s'appelait Scaramouche. Et Scaramouche, en tant que mime, il faisait passer ses émotions à travers des mimiques ou des grimaces. Et Molière a l'idée formidable de s'inspirer de Scaramouche pour inventer un personnage ridicule qui est Sganarelle et qui va être poursuivi par des émotions devant des situations qui l'assaillent en quelque sorte, et son discours ne va pas suffire à exprimer ses émotions, ses peurs, ses craintes, sa colère, sa fureur, etc. Et donc, il va combiner le discours avec les grimaces, et c'est en cela que Molière va révolutionner le jeu comique français, et il va être à ce moment-là admiré comme le plus grand acteur comique de son temps, et ce qui fait que c'est à partir de 1660, de Sganarelle ou le cocu imaginaire, qu'il va commencer à jouer de moins en moins dans les tragédies, parce qu'on l'attend surtout dans les comédies. C'est un bon acteur tragique, mais il y en a d'autres, et progressivement, il va abandonner les rôles tragiques, il va écrire de plus en plus de pièces pour lui, dans lesquelles il occupe des personnages dont les rôles sont de plus en plus importants, et donc c'est à partir de ce moment-là que tout va changer. Et alors, venons-en maintenant Monsieur Forestier, qui. vous Oui, m'entendez? Oui, je oui. suis sincèrement désolée de vous interrompre. Vous êtes devenu très très sombre. Je ne sais pas si vous pouvez Ah, ajouter de l'éclairage, allumer de la lumière chez vous. On vous bien voit plus du sûr, tout là. j'arrive, je vais éclairer. Euh, Ça va être mieux, je pense.
Voilà, est-ce que vous me voyez? Oui, merci beaucoup. On vous laisse Voilà. reprendre. Merci. Oui, oui. Je suis désolé, je n'avais pas anticipé que. Oui, donc j'étais en train de. Comment est-on passé de Jean-Baptiste Poquelin à Molière? Qui était Jean-Baptiste Poquelin? Eh bien, il se trouve que Jean-Baptiste Poquelin est le fils de Jean Poquelin, lui-même fils de Jean Poquelin, lui-même fils de Jean Poquelin. On avait toujours le même prénom de père en fils parce que, enfin, je pourrais l'expliquer si quelqu'un me pose la question, mais comme Racine s'appelle Jean Racine, il était fils de Jean Racine, etc., etc. On avait presque toujours le même prénom de père en fils. Et il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin. Son père était tapissier, marchand tapissier, donc avec une boutique au coin de la rue des Vieilles Études, la rue Sauval aujourd'hui, et de la rue Saint-Honoré, qui était une des grandes rues de Paris à l'époque, hein, euh, principale rue de Paris. Et il se trouve que son grand-père était lui-même marchand tapissier, son grand-père maternel était marchand tapissier, ses oncles étaient marchands tapissiers, donc on voit la famille, et le père de Molière avait acheté une charge de valet de chambre tapissier du roi. Et là, on a retrouvé dans l'inventaire après décès de Molière, vous voyez encore les archives, hein, on l'a dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, 100 ans de recherche sur Molière, on a l'inventaire après décès de Molière, et on a retrouvé donc ce qu'on appelle les lettres de provision de la charge de tapissier valet de chambre. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on a retrouvé ce qui garantit le fait que Molière a reçu la charge de son père en survivance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on achetait une charge, eh bien, à la mort du titulaire de la charge, eh bien, ses héritiers la perdaient, il fallait la racheter, et quelqu'un l'a rachetée, ou ses héritiers ou pas. Et il se trouve que quelques-uns avaient la chance d'avoir, par une grâce spéciale du roi, d'avoir la survivance, c'est-à-dire que à la mort, pardonnez-moi, à la mort du titulaire, eh bien, celui qui avait la survivance en héritait automatiquement. Et il y avait une possibilité aussi, c'est que la survivance soit une survivance agissante. Et il se trouve que le père de Molière, le père Poquelin, donc, en 1637, avait obtenu la survivance agissante pour son fils Jean-Baptiste, en fait, qui s'appelait Jean. Le nom de baptême de Molière, c'est Jean Poquelin. C'est pour le distinguer de son autre frère qui s'appelait Jean aussi, qu'on l'a appelé progressivement Jean-Baptiste. Et donc, il se trouve que lorsque le père de Molière pouvait pas aller assister chaque matin un trimestre par an au lever du roi, eh bien, Molière pouvait y aller à sa place. Et vous imaginez ce que, quand Molière y allait, ça lui permettait d'avoir, non pas de familiarité avec le roi, mais le roi le voyait, et s'il avait besoin de lui demander quelque chose, il se tournait vers lui. Et évidemment, ça a renforcé une sorte de proximité entre Louis XIV et celui qui allait devenir, au fil des années 60, un de ses artistes préférés, en tout cas son auteur de théâtre préféré, donc notre Molière. Alors, pourquoi est-ce que vous voyez les galons de la livrée royale? Parce que, en tant que membre de la maison du roi, puisque tapissier valet de chambre, il faisait partie de la maison du roi, il avait une livrée, la fameuse livrée bleue avec les galons rouges et les liserés de fils d'argent et d'or qui donnaient l'impression d'être blancs. Donc bleu, blanc, rouge, déjà, c'était les couleurs de la monarchie avant d'être celles de la République. Et donc, tous les matins, un trimestre par an, c'est raconté ici dans un livre qui s'appelle, encore une source capitale pour s'approcher au mieux de Molière et de sa vie de Molière, eh bien, c'est l'état de la France qui paraissait chaque année et qui décrivait toutes les fonctions dans la maison du roi, dans la chambre du roi. Donc, et là, nous avons les fonctions des tapissiers sur la page de gauche. Et vous voyez qu'en janvier, le sieur Poquelin et son fils à survivance. Ça veut dire que donc, en janvier, du 1er janvier au 31 mars, tous les matins, il y avait donc deux personnages, le sieur Poquelin, c'est-à-dire le père de Molière, ou son fils,
donc Molière lui-même, et un autre tapissier valet de chambre qui s'appelait le sieur Norroy et qui était là, donc avec le père de Molière ou Molière pour refaire le bas du lit du roi, tandis que les valets de chambre ordinaires refaisaient le haut du lit du roi. Et ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que ça nous explique pourquoi ils étaient deux, parce que lorsque la cour partait, marche en campagne, eh bien, il y avait un premier valet de chambre qui partait avec la chambre du roi qui était prise dans le garde-meuble pour que le roi, en arrivant à la première étape, il trouve sa chambre toute prête. Et quand il arrivait à la chambre, à la première étape, le deuxième tapissier parlait avec une deuxième chambre identique à la deuxième étape pour que le lendemain, le roi trouve encore sa chambre toute prête, etc., etc. Et c'est comme ça, c'est ça qui a permis donc à Molière d'être tous les matins, le premier trimestre de l'année par an, s'il voulait, à la place de son père, et de plus en plus, il va le faire à mesure que les années avancent au pied du lit du roi. Et donc, voilà sur le plan personnel, en quelque sorte, la situation de Molière. On a la date de naissance de sa première troupe, 1643, 30 juin 1643. C'est encore dans le même livre qui recueille toutes les archives, le contrat de société des comédiens de l'illustre théâtre. Donc, ça nous apprend évidemment des choses, non seulement les membres de la troupe. Petit à petit, on découvre que Molière se fait appeler Jean-Baptiste Poquelin va devenir le sieur de Molière. On s'aperçoit que d'autres membres de la troupe, Joseph Béjart, le fils qui fait la troupe, eh bien, va s'appeler le sieur de la Borderie. On s'aperçoit qu'ils prennent tous des noms, des fiefs imaginaires de campagne, comme tous les comédiens de ce temps, ce qui nous permet de comprendre pourquoi Molière a choisi le pseudonyme de Molière. Comme les autres membres de sa troupe et comme tous les comédiens de ce temps-là, ils se font appeler avec des titres de lieux-dits de campagne, réels ou imaginaires. Et donc, voilà ce que nous apprend encore cette naissance de la troupe. On sait que Madeleine Béjart, elle joue les premiers rôles, les rôles qui lui plaira, sauf si c'est une pièce nouvelle, et dans ce cas-là, c'est l'auteur qui distribue les rôles. Sinon, il y a des prérogatives. Que Molière et un autre acteur choisissent les premiers rôles tragiques lorsque c'est une pièce en reprise. Donc, ça prouve bien que d'emblée, Molière était considéré comme un bon acteur tragique. Ce sont des légendes et des ennemis de Molière qui vont l'accuser d'être un mauvais acteur tragique et de n'être qu'un farceur et un bon acteur comique. Et donc, voilà, si je continue à vous présenter la carrière de Molière sur le plan matériel, eh bien, je vous soumets là la vision d'un des plans de Paris, un plan de Paris de 1654, qui est très intéressant parce que bon, il faut savoir qu'ils ne sont pas orientés pareil, ils sont orientés est-ouest et non pas nord-sud comme les plans d'aujourd'hui. Mais donc la première troupe de Molière est ici. Je ne sais pas si on voit ma souris qui remue là sur ici où on a d'un côté la rue de Seine, aujourd'hui l'actuelle rue Mazarine, et tout le long il y avait une série de jeux de paume, et c'est au bas de la rue de Seine ici, presque sur le quai de Nesle, qu'il y avait un jeu de paume qui s'appelait le jeu de paume de Métayer, que la troupe a transformé pour en faire son premier théâtre, qui va faire faillite au bout de 2 ans, mais il y a des raisons objectives pour lesquelles elle a fait faillite. Le public de théâtre était un peu étroit à l'époque, etc. Bon, je passe. Et puis, je vous montre ici la gravure ce qu'on appelait le palais cardinal, construit par le cardinal de Richelieu, et Richelieu était tellement amateur de théâtre qu'il avait fait construire une salle de théâtre à l'italienne, ici, à la droite enfin, quand on regarde le palais. Aujourd'hui, la Comédie Française est à gauche, hein, mais à l'époque, la salle du Palais Royal était à droite, mais elle a brûlé entre-temps, tout a été reconstruit. Et voilà donc le théâtre dans lequel la troupe de Molière a joué de 1661 jusqu'à la mort de Molière. Et puis là, je vais vous montrer comment on transforme un jeu de paume, puisque il y a très peu de théâtres existants. Il y a une salle de théâtre construite au XVIe siècle qui s'appelle la salle de l'Hôtel de Bourgogne, le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, et tous les autres théâtres à Paris ou en province sont des jeux de paume transformés, soit de façon pérenne. Dans chaque ville, petit à petit, il va y avoir des théâtres qui vont rester construits. À Rouen, par exemple, sur la douzaine de jeux de paume qu'il y avait, il y en avait 2 qui étaient constamment qui avait été transformé et qui servait constamment de théâtre au XVIIe siècle, parce que Rouen était une des villes les plus souvent traversées par les troupes de comédiens. La troupe de Molière, il va y aller quelques mois d'ailleurs, en 1658. Et voilà comment on transforme
une salle de jeu de pommes. Vous voyez, à gauche, les joueurs de la pomme. À droite, on commence à mettre un échafaud, enfin ce qu'on va appeler un théâtre, une scène au fond. On construit des loges à gauche et à droite. Et puis, voilà, les loges sont construites. On fait un fronton, souvent en toile d'ailleurs, le fronton. Et puis, voilà, à droite, vous avez la représentation. Le parterre où les spectateurs sont debout, exclusivement des hommes. Et puis, sur la droite, les deux rangs de loges, les premières de loges, les loges les plus chères, où vont l'aristocratie et les dames de l'aristocratie. Et puis, sur le théâtre même, au fond, vous voyez à droite et à gauche, vous avez des spectateurs de théâtre, puisqu'ils étaient assis. C'était les places les plus chères avec les premières loges. Voilà. Donc, là, vous avez la même chose, sauf que vous avez le parterre devant vous, et puis au fond, vous avez ce qu'on appelait l'amphithéâtre, c'est-à-dire des gradins qui étaient donc au fond de la salle, où les places étaient nettement plus chères que debout au parterre, mais nettement moins chères que les premières loges. Elles étaient à peu près le prix des secondes loges. Bon, je passe là-dessus. Il y avait des théâtres éphémères à la cour qui étaient construits spécialement à la demande de Louis XIV lors de grandes fêtes. Comme on le voit ici, là, ce sont les plaisirs de l'île enchantée en 1664, au cours de laquelle ont été créées deux pièces de Molière, parmi lesquelles la première version de Tartuffe. Là, vous avez les grandes journées de juillet et août 1674, où a été représenté à la cour, dans les jardins de Versailles, donc sur ce théâtre éphémère, le Malade imaginaire, mais un an après la mort de Molière, et c'est évidemment pas Molière qui est représenté là sur la chaise du malade en face de Louis XIV dans cette gravure. Et voilà, alors si je parle quelques mots pour finir, parce que je vois qu'il est 19h33, si je vais vous donner la parole pour quelques questions, il faut que je vous dise quelques mots de l'auteur. Eh bien, Molière, à partir on s'est souvent demandé pour quelle raison Molière, qui avait épousé une femme qui avait 21 ans de moins que lui, que Grimaret a décrit comme une femme légère, etc., sur lesquels il va y avoir des pamphlets qui vont être faits après la mort de Molière, sur lesquels on va reprendre toutes les calomnies qui étaient faites au XVIIe siècle contre les comédiennes professionnelles. On va toutes les résumer en quelque sorte, parce que les comédiennes professionnelles, en tant que comédiennes qui montaient sur des théâtres, qui se donnaient à voir, etc., étaient considérées comme des femmes légères. Et du coup, la pauvre Armande Béjart va subir tout cela. Et Grimaret, dans sa vie de Molière, va évidemment se faire l'écho de ça, disant qu'elle était coquette, qu'elle faisait souffrir Molière, qu'il est devenu jaloux, que c'est ça qui l'a rendu malade, etc. Et pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que, évidemment, la pièce dans laquelle il y a un personnage qui est le plus jaloux que dans toutes les autres pièces de Molière, c'est le misanthrope, c'est Alceste, rôle créé et joué par Molière. Mais il faut savoir qu'en fait, dans le misanthrope, les passages de la plus grande expression jalouse d'Alceste sont tirés littéralement. Il y a 80 vers qui sont arrachés par Molière à une de ses pièces la fin des années 1650, qui s'appelait Don Garci de Navarre ou Le Prince jaloux, qui a été un échec pour des raisons complexes. Hein. La cour l'aimait, Louis XIV l'aimait, le Grand Condé l'aimait, mais le public n'a pas vraiment marché. Et puis, elle a été créée dans des conditions qui ont fait que ça a cassé sa carrière. Et donc, Molière a fini par l'abandonner. Et il a repris tous les éléments essentiels de la jalousie. Et il a reconstruit sa pièce dans une autre perspective et il en a fait le misanthrope. Autrement dit, en 1659, alors que Molière était loin de savoir qu'il allait épouser une femme qui serait Armande Béjart à ce moment-là, avait repris une thématique qui était une thématique extrêmement à la mode dans la littérature espagnole, dans la littérature italienne, et d'ailleurs dans Le Prince jaloux, dans Don Garcia de Navarre, il adapte un sujet italien qui s'appelle Les jalousies du prince Rodrigue, où à tout moment ce prince surprend celle qu'il aime dans des postures qu'il interprète à contresens. Une fois, notamment, il la voit dans les bras d'un homme, mais en fait, cet homme, c'est pas un homme, c'est une femme qui arrive de voyage. Et évidemment, à cette époque-là, une femme qui voyage, elle est habillée en homme parce que pour pas être embêtée sur les routes, etc. Et donc, voilà. Et donc, Molière adapte cette pièce. Et c'est pour ça que l'attente de son public, notamment du public mondain qui victime de mariage arrangé, était constamment en train de discuter de la question du mariage, de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la jalousie, du coquillage, puisque dans ces mariages arrangés où chacun va de son côté, etc. Et tout ça, Molière reprend ces thèmes qui sont des thèmes dont on discute dans les salons mondains de l'époque, qui sont le principal public de Molière, parce que le public populaire ne fait que suivre
le public mondain à l'époque. Et donc, tout ça, ça nourrit le théâtre de Molière. Et c'est la raison pour laquelle on le voit si souvent jouer avec ces questions-là. Et puis, à partir de l'école des femmes, il va aller vers une posture satirique, et notamment il va faire la satirie, et parce que ça correspond à l'attente du public mondain, évidemment, qui a en horreur la conception catholique du mariage dans laquelle l'homme domine la femme et la femme est soumise à l'homme, etc. Et donc il ironise là-dessus dans l'école des femmes, mais comme il va se faire attaquer à ce moment-là, il va aller plus loin avec le Tartuffe, il va s'attaquer à la dévotion qui est au cœur de la religion catholique de l'époque et au rapport entre un homme qui veut être dévot et son directeur de conscience. Il se moque de tout ça. Et ensuite, on va passer, après l'introduction de Tartuffe, au festin de Pierre. Et pourquoi le festin de Pierre? Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un bouche-trou qui va avoir du succès, il faut qu'il remplisse son théâtre, mais il y a un élément important qui nous permet de comprendre pourquoi Molière va passer de la satire de la religion, qu'il ne peut plus faire parce que Tartuffe est interdit, à la satire de la médecine. Eh bien, il y a un passage clé dans le festin de Pierre, plus connu sous le nom de Don Juan ou le festin de Pierre, parce que la pièce a été rebaptisée après sa mort. Sganarelle il dit à un moment donné, comment, monsieur, vous êtes aussi impie en médecine? Et lorsqu'on a compris ça, on se rend compte qu'en fait, la médecine est une autre imposture pour les humanistes, depuis Montaigne d'ailleurs, qui qualifie la médecine comme une imposture, donc qui abuse de la crédulité des hommes, de la peur de la mort des hommes, exactement comme la religion, ce que Montaigne ne dit pas, mais ce que les libertins héritiers de Montaigne vont dire, et les libertins, ce sont des amis, des maîtres à penser de Molière, et Molière va reprendre ce jeu-là, et c'est ainsi que la médecine envahit son théâtre, alors même que, bien sûr, il n'était pas malade. C'est après coup qu'on va reconstituer cette invasion de la médecine dans son théâtre comme la réaction de Molière qui se sentait malade, mais ça, c'est une autre question. En fait, c'est encore une fois ce thème de son théâtre est lié à cela. Et donc, un dernier mot, Molière, à force de faire la satire des autres, évidemment, il a été satirisé à un moment donné dans une petite pièce qui n'a pas été représentée, mais qui est une véritable pamphlet sous forme de comédie, qui s'appelle Élomire. Élomire, c'est l'anagramme de Molière. Hein. Et Élomire, hypocondre, donc victime d'hypocondrie, c'est-à-dire Molière fou, ou Les médecins vengés, vous voyez évidemment le sous-titre, par monsieur le boulanger de Chalucier, on ne sait pas qui c'était, mais en tout cas, Molière est ridiculisé. Il est même accusé plus ou moins d'avoir forgé sa femme avant la naissance pour être sûr qu'il ne serait pas cocu, à la différence d'Arnolphe qui a voulu la forger après la naissance et qui s'est retrouvé dans l'école des femmes cocu finalement avant même de l'avoir épousée. Donc il y a des attaques assez insidieuses de Molière, mais ça c'est la rançon de la satire. Et voilà, je termine sur le fait que concernant sa vie privée, on ignore à peu près tout sur ses amours. J'ai réussi à dénicher sans doute, enfin, son premier amour avant qu'il épouse Armande Béjart. On sait qu'il a été pendant quelque temps amoureux, et du moins en couple pendant quelque temps avec Madeleine Béjart, avant que ça se transforme en une camaraderie amoureuse et une véritable camaraderie, ce qui explique que Madeleine ait sans sourciller accepté que 20 ans plus tard, Molière épouse sa fille. S'ils avaient été une passion violente, on peut guère imaginer que ça se soit passé ainsi. Mais on n'a pas grand-chose, et donc, comme on n'a pas grand-chose sur ses amours, sur ses amitiés, sur ses haines, eh bien, c'est ça qui permet d'écrire des vies de Molière avec des anecdotes et des éléments romancés. Et c'est ce que j'ai essayé de faire le moins possible. Et j'espère vous en avoir convaincu qu'on peut essayer de s'approcher de Molière. Et donc, je vous remercie de votre attention. Est-ce que tout le monde m'a entendu ou... Oui. Ah, non. Merci beaucoup, Georges Forestier. Merci vraiment pour cette conférence qui nous a passionnés. Tous ces documents aussi que vous nous avez montrés. Ouais, il faut que je me mette face à la caméra, sinon on ne me voit pas. Il nous reste une vingtaine de minutes pour des questions. Alors voilà, pour les personnes qui sont dans les autres cinémas, on a un numéro de téléphone voilà, pour recevoir des questions par SMS. Et puis dans la salle, évidemment, aussi, vous pouvez vous manifester si vous avez envie de poser une question. Il y en a une, j'arrive. Bonsoir. J'ai vu Bonsoir. qu'il y avait eu un an après une représentation par la troupe de Molière.
Cette troupe a duré combien de temps ensuite? Cette troupe a failli, enfin, a été considérée comme quasiment détruite après la mort de Molière, puisque donc Molière meurt en février, le 17 février. 3 jours de fermeture du théâtre. Quelques jours après, on reprend le Misanthrope parce que pendant que Molière préparait le Malade imaginaire, il était tellement accaparé qu'il avait refilé pour la première fois le rôle d'Alceste à un jeune comédien qui s'appelait Baron. Et donc, ils peuvent reprendre ils peuvent reprendre le Misanthrope pendant qu'un des comédiens de la troupe apprend le rôle d'Argan du Malade imaginaire. Puis ils reprennent donc pendant 3 semaines jusqu'au relâche de Pâques, donc au mois de mars, le Malade imaginaire. Puis arrive le relâche de Pâques, puisque vous savez peut-être que à partir du carême, donc de la mi-carême en fait, tous les théâtres devaient être fermés. On ne pouvait plus jouer de théâtre. Et donc, et à ce moment-là, c'est le moment du mercato des comédiens, c'est-à-dire des transferts d'une troupe à l'autre, etc., etc. C'est là qu'à Paris, tous les comédiens de campagne se réunissaient pour former de nouvelles troupes de campagne qui repartaient, etc. Et il se trouve que 4 comédiens de la troupe de Molière s'en vont, sont engagés par l'Hôtel de Bourgogne, qui était la troupe la plus prestigieuse avec celle de Molière, surtout plus prestigieuse parce qu'on y représentait la tragédie, notamment les tragédies de Corneille et de Racine. C'est là que Racine créait toutes ces nouvelles pièces. Et donc, du coup, on se retrouve à la fin mars, au début avril, avec une troupe dans laquelle Molière manque évidemment puisqu'il est mort, le jeune baron, acteur prodige, est parti, la Torillière, qui avait repris le rôle d'Argan du Malade imaginaire, s'en va, Mademoiselle Beauval, qui célèbre pour son rire, pour laquelle Molière avait écrit le rôle de Zerbinette dans Les Fourmis de Scapin, de Dorine, non pas de Dorine, de Nicole dans Le Bourgeois gentilhomme et de Toinette dans Le Malade imaginaire, s'en va aussi avec son mari. Donc d'un coup, la troupe est décimée et on a cru que, comme le dit Lagrange dans son registre, quand il raconte tout ça, il dit la troupe se trouva rompue. Et ce qui fait que à ce moment-là, on pensait que Louis XIV envisage une fusion avec un des 2 autres théâtres, la troupe du Marais. Lully, ça faisait 1 an et demi qu'il réclamait une salle officielle gratuite dans un des bâtiments royaux pour ses opéras. Et comme les opéras, c'était à la demande de Louis XIV, enfin avec l'aval de Louis XIV qu'il avait repris cette Académie royale de musique, du coup, il lui a donné le Palais Royal occupé par Molière, parce qu'en plus, la salle était déjà en partie équipée pour la musique, il y avait une fosse, etc. Et donc, la troupe est rompue. Et puis, Lagrange et Armande Béjart, la veuve Molière, comme on l'appelait alors, se sont battus malgré tout. Ils ont réussi à obtenir de Colbert que Colbert permette la fusion de leur troupe avec la troupe du Marais. Et donc, l'ancienne troupe de Molière, qui avait gardé le titre de troupe du roi, se remet à exister. Elle va devoir louer très très cher une salle de théâtre, l'ancienne salle d'opéra démodée par Lully, qui a été fermée sur l'ordre de Lully, rue Guénégaud, et ça va devenir la troupe du roi au théâtre Guénégaud face à la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne. Et elle va perdurer donc, et c'est comme ça qu'en 74, c'est cette troupe qui joue le Malade imaginaire devant Louis XIV dans les jardins de Versailles. Et puis, elle va continuer comme ça avec le répertoire de Molière, avec des nouveautés, se spécialise dans les grands spectacles avec des machines et des effets spéciaux. Et en 1680, Louis XIV, qui y songeait depuis longtemps, finit par céder à des pressions, on ne sait d'où venues, mais il décide de réunir les 2 troupes, la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne, la troupe du roi, donc c'est 2 troupes à lui en fait, du théâtre Guénégaud, en une seule troupe qui devient la Comédie Française. Et pourquoi ça s'appelle la Comédie Française? Donc il va se retrouver toutes les 2 troupes à la rue Guénégaud, dans le théâtre de la rue Guénégaud. Pourquoi la Comédie Française? Parce qu'en face de ça, il y avait la Comédie Italienne, qui était aussi une troupe du roi, subventionnée par le roi. Donc il n'y a plus à ce moment-là que 3 lieux de spectacle à Paris, l'Opéra, l'Académie royale de musique, comme on l'appelait, la troupe le théâtre italien et le théâtre français, donc la Comédie Française, ce qui va considérablement appauvrir la création théâtrale dans la fin du XVIIe siècle, mais inversement, ça va favoriser le développement du théâtre à la foire. Et ça, c'est une autre histoire qui va enrichir le XVIIIe siècle, qui va permettre l'éclosion de Marivaux, mais voilà, une autre histoire. J'espère avoir répondu, pas trop rapidement, mais je ne sais pas répondre rapidement, je suis désolé, à votre question. J'ai reçu quelques questions. A-t-on des manuscrits de Molière? Non, parce qu'on n'a aucun manuscrit d'aucun des... Le seul manuscrit d'un auteur de théâtre que l'on a, c'est une pièce
un début de pièce qui s'appelle Iphigénie en Tauride par Racine. Alors, tout le monde connaît l'Iphigénie de Racine, qui est l'épisode qu'Euripide avait appelé de son côté Iphigénie à Aulis. Hein, c'est le moment du départ de la flotte grecque vers Troie, et donc le sacrifice d'Iphigénie pour ça. Mais avant de choisir ce sujet, Racine avait choisi l'autre sujet, le sujet où Iphigénie sacrifiée a été sauvée par la déesse et transportée sur une île qui est l'île de la Tauride. Et il avait donc commencé à écrire sur ce sujet un premier acte écrit en prose comme toujours, avec les dialogues en prose, etc., etc. Et puis finalement, il a trouvé que ça ne marchait pas bien, il a abandonné, il s'est tourné vers le sujet d'Iphigénie en Aulide, en quelque sorte, qui va appeler Iphigénie tout court. Et si on a conservé ce fragment de manuscrit de Racine, c'est précisément parce qu'il a abandonné ce sujet qu'il a mis ces pages dans son tiroir et qu'il n'y a plus touché après. Sinon, l'usage était au XVIIe siècle lorsque une œuvre était terminée, un roman, une pièce de théâtre, etc., lorsque c'était terminé et que c'était publié, on mettait au feu le manuscrit. On n'éprouvait pas le besoin. C'est au XIXe siècle que va naître, avec la naissance de la religion du grand homme, qu'on va vouloir essayer de tout conserver et que certains grands hommes vont dire « Ah, bon, je vais faire le legs de mes manuscrits à la Bibliothèque nationale. » À cette époque-là, on n'y pensait pas. On jetait tout. Voilà. C'est pour ça que les seuls manuscrits que l'on a conservés, ce sont des lettres, des choses qui n'ont pas été publiées, parce que dès que c'était publié, ça partait au feu. Oui, bonsoir. Qu'en est-il des relations avec le roi et l'aide, le soutien financier notamment Alors, les relations avec le roi, bon, d'une part, Molière reçoit en tant que valet de chambre tapissier valet de chambre du roi une pension annuelle, bien sûr, comme tous les autres membres de la, de la maison du roi, mais en plus, il a fait partie des grands auteurs, comment dirais-je, qui ont été distingués en 1663. Colbert, qui, pour mettre en place la propagande royale, avait mis en place un mécénat royal, et à partir de 1663, il y a une centaine de noms de grands d'artistes, d'écrivains, de savants, etc., qui ont été inscrits sur une liste dite liste des gratifications. Et par exemple, Corneille y était pour 2000 livres par an, pour avoir une idée, c'est très élevé, 2000 livres, il faut multiplier par 11 pour avoir des euros. Hein. Il était qualifié de plus grand poète du monde, et Molière, excellent poète dramatique, 1000 livres, ce qui était beaucoup, parce qu'il en était encore relativement à ses débuts, on est né en 63, il n'était pas encore au sommet de sa célébrité qu'il va acquérir dans les années qui suivent, là, puisque l'école des femmes, c'est juste à ce moment-là, donc c'est à partir de là qu'il va vraiment devenir le plus célèbre possible. Et donc, il était donc inscrit sur cette liste des gratifications. Et ensuite, le roi, quand précisément la troupe de Molière atteint un tel sommet qu'il décide vous savez qu'il avait un frère, Philippe d'Anjou, devenu Philippe d'Orléans, qui était donc Monsieur, frère du roi. Et lorsque Monsieur a eu 18 ans, en tant que frère du plus grand roi du monde, comme on l'appelait, donc prince du sang, évidemment, premier prince du sang, il devait avoir un statut qu'avaient les grands princes d'Europe. Et les grands princes d'Europe, ils avaient, outre un château, et on va lui acheter le château de Saint-Cloud, ils avaient un palais, on va bientôt lui donner, quand il sera marié, le palais royal, justement, et il lui fallait une troupe de théâtre. Et donc, lorsque la troupe de Molière revient à Paris après avoir sa faillite et passé 12 ans en province, eh bien, on va lui donner la troupe de Molière en train de revenir, et ça va être la troupe de Monsieur, frère unique du roi. Et en 1665, au lendemain de Don Juan, le festin de Pierre, eh bien, Louis XIV décide qu'on va retirer une prérogative de plus à son frère, et la troupe de Monsieur eh bien, va devenir la troupe du roi. C'est ainsi que Louis XIV, qui avait déjà la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne, va avoir la troupe du roi. Et évidemment, ça donne une gratification à toute la troupe, qui va recevoir 6000 livres par an. Donc, c'est la moitié de ce que reçoit la troupe royale de l'hôtel de Bourgogne, mais c'est quand même pas mal, 6000 livres que les comédiens se partagent, évidemment, en fonction du nombre de parts qui est, de parts entières qu'il y a dans la troupe. Et donc, voilà, financièrement, en gros, si je puis résumer le rapport financier entre le roi et Molière.
Alors, ce soir, on passe Don Juan ou le festin de Pierre. Donc, il y a un intérêt et des questions particulièrement sur cette pièce-là. Sait-on dans quel contexte a été écrit Don Juan et comment situez-vous Don Juan ou le festin de Pierre dans l'ensemble des pièces de Molière, œuvre mineure ou œuvre maîtresse? Alors, pour Molière, c'est une œuvre mineure. C'est à partir du XXe siècle qu'on s'est mis à lui prêter des dimensions philosophiques importantes, alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est le Don Juan ou le festin de Pierre? C'est d'abord la reprise d'un sujet qui s'appelait le festin de Pierre. La pièce de Molière a été créée, attaquée. Il a déposé même une demande d'édition auprès de la chancellerie sous le nom de Le Festin de Pierre. C'est après la mort de Molière, en 1682, dans la grande édition dont j'ai parlé des œuvres de Monsieur de Molière, donc la grande édition posthume de 1682, que la pièce est rebaptisée Don Juan ou Le Festin de Pierre. Et heureusement, il se trouve que un éditeur hollandais, c'était la grande époque des contrefaçons, un éditeur hollandais a récupéré auprès d'une troupe française qui jouait en Hollande auprès du prince d'Orange, le fameux Guillaume d'Orange, qui avait de père en fils, ils avaient une troupe de comédiens français. Et il se trouve que le chef de la troupe des comédiens du Prince d'Orange, c'était un Français, donc bien sûr, c'est une troupe française, excusez-moi, mais il s'appelait Brécourt, ancien membre de la troupe de Molière, passé ensuite dans la troupe de l'Hôtel du Bourgogne, qui avait été obligé de s'exiler parce qu'il avait tué un homme en duel. Et il était évidemment, alors, cette troupe-là, on le sait, jouer une pièce qui s'appelait Le Festin de Pierre, qui était celle de Molière, dans les régions du nord de la France et en Hollande. Et c'est grâce à ça qu'un éditeur hollandais a publié un petit livre qui s'appelait JPB de Molière, Jean-Baptiste Poquelin de Molière, Le Festin de Pierre. Et c'est grâce à ça qu'on a le texte le plus proche possible de la version originelle de Molière, parce que le texte qui a été publié ensuite en 1682 est sous le titre Don Juan le Festin de Pierre, a été édulcoré, censuré. Et c'est le texte authentique non censuré, c'est grâce aux Hollandais que l'on l'a. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que le Festin de Pierre, c'est l'histoire en fait de la datation par les Italiens du sujet célèbre de Tirso de Molina, El Burlador de Séville y Convidado de Viedra, c'est-à-dire le trompeur de Séville et l'invité de Pierre. C'est l'histoire d'un jeune homme qui ne sait pas résister à ses pulsions, qui passe son temps à tuer, enfin, à violer, à tuer, à s'enfuir, etc., etc. Et les Italiens, très vite, la pièce a été créée dans les années 20, les Italiens très vite la reprennent, ils abandonnent le titre principal et ils gardent que le sous-titre, et la pièce va faire le tour de l'Europe avec les troupes de comédiens dell'arte sous le titre de Il Convitato di Pietra, l'invité de Pierre. Et lorsque les comédiens italiens jouent en France, ils jouent en italien, mais ils affichent en français, et un traducteur, par une erreur de traduction, au lieu de traduire et d'afficher sous le titre l'invité de Pierre, va afficher le festin de Pierre, ce qui ne veut plus rien dire, bien sûr, mais parce que l'invité de Pierre, c'est la statue. Tout repose sur ce jeune homme qui croit qu'il peut aller de meurtre en viol jusqu'au temps qu'il veut, sans être rattrapé par Dieu, sans être rattrapé par la demande de conversion, comme on disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire de s'amender, de se repentir et de se tourner vers Dieu, jusqu'au moment où l'un de ceux qui l'a tué, le père d'une jeune fille qu'il a violée, le fameux commandeur, donc va être la statue qui va être l'instrument de Dieu. Donc c'est lui l'invité de Pierre, puisque Molière entrant tout le monde connaît la scène où Molière entre dans son tombeau et invite sa statue à souper pour le lendemain soir. Et donc voilà. Et donc ce sujet-là, à l'origine, c'est un sujet qui est un sujet édifiant pour rappeler aux hommes qu'il faut se convertir avant qu'il soit trop tard, et que les Italiens ont transformé en un sujet comique, que les Italiens de Paris jouaient chaque année pour le carnaval. Donc c'est vraiment un sujet de carnaval, ça se termine par une pétarade, des explosions et tout. Le tombeau du commandeur sur la Seine, il s'effondre dans une trappe sous la Seine, Don Juan tombe avec. Donc c'est vraiment Sganarelle, enfin il s'appelle Leporello, Molière va l'appeler Sganarelle, est un personnage de Coire, de Gracioso, un peu comme Sancho Panza à côté, etc. Donc c'est une pièce à la fois, est devenue une pièce à la fois à grand spectacle, à la fois comique,
Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que mai 1664, le spectacle sur lequel Molière et la troupe comptaient pour juin, juillet, août et la saison théâtrale qui s'appelle Tartuffe est interdit parce que c'est une satire trop forte de la dévotion des dévots et des directeurs de conscience. La troupe se trouve avec un, comment dirais-je, un trou. Il faut trouver quelque chose pour combler le trou. Les reprises, ça ne suffit pas. La Princesse des Lides, qui a été créée à Versailles juste avant le Tartuffe, c'est une pièce à grand spectacle qui rapporte de l'argent, mais elle coûte très cher parce qu'il y a de la musique, de la danse, etc. Donc, il faut absolument quelque chose. Par chance, les Italiens, ce qu'ils font de temps en temps, une fois toutes les X années, étaient rentrés, une partie de la troupe était retournée en Italie. Et donc, en février 65, on savait que la place était libre pour jouer, pour reprendre leur sujet à la mode avec lequel ils triomphaient chaque année pour le carnaval, qui était le festin de Pierre. Et Molière a l'idée, ou on lui suggère l'idée, de faire une adaptation de ce sujet. Il prend le principal auteur italien qu'il connaissait parce qu'il avait déjà adapté de lui les jalousies du prince Rodrigue sous le titre de Don Garcia de Navarre. Il avait écrit une Convitato di Pietre. Il l'adapte lui aussi, comme avaient fait deux auteurs français avant lui. Et c'est comme ça qu'il en fait une pièce à très grand spectacle. Pièce à très grand spectacle, ça veut dire avec de très grands décors. Il change à vue sous les yeux des spectateurs et qui implique donc, en fait, d'être un décor par acte. Et ce qui explique beaucoup de choses quand on veut comprendre la pièce. Pourquoi il y a des discussions philosophiques sur la médecine et la religion à l'acte 3? Tout simplement parce que l'acte 3, Molière avait commandé ses décors avant d'écrire sa pièce, parce qu'il savait qu'il fallait un décor de ville, un décor de plage où le Sganarelle et Don Juan ont fait de naufrage, un décor de forêt, un décor etc. Un décor de chambre où Don Juan va attendre pour son souper la statue, etc. Et chacun de ces décors doit rester en place un acte entier. Et donc, ça veut dire que pendant un acte entier, ils vont être dans la forêt en attendant de rencontrer le tombeau du commandeur et à l'intérieur sa statue pour pouvoir l'inviter. Et qu'est-ce qu'ils font pendant cet acte entier où ils se baladent dans la forêt? Ils parlent, ils causent. Et Molière a fait du remplissage à l'acte 3, il a fait du remplissage dans la chambre à l'acte 4 en faisant défiler des faiseurs de remontrances en attendant que la statue arrive pour souper. Et c'est ainsi que, mais quand on s'appelle Molière, le remplissage, c'est évidemment génial, bien sûr. Et donc, c'est cet acte 3 où il y a ces discussions philosophiques, cet acte 4 où il y a ces petites scénettes de comédie naturelle où on voit Molière, Don Juan avec Monsieur Dimanche, etc. Tout ça, c'est du remplissage pour tenir l'acte entier. Et on imagine que Molière ne s'est pas préoccupé de faire publier sa pièce. Et donc, et ni de la reprendre après, puisque quand les Italiens sont rentrés, il n'y avait plus la possibilité, dans ce théâtre qui était encore pas très bien ménagé pour les machines, de garder ces grands décors pendant l'alternance quotidienne avec les Italiens. Donc la pièce, il l'abandonne, il ne songe pas à la faire publier, il s'en désintéresse. Et encore une fois, c'est parce que Armande, sa femme, après sa mort, récupère tous ses manuscrits, qu'elle vend les manuscrits non publiés aux éditeurs et qu'à ce moment-là, ils vont publier une pièce qui s'appelle Le Festin de pièces, sauf que la censure s'en mêle parce qu'elle se souvenait qu'il y avait des passages un peu provocateurs, lorsque Don Juan dit, je crois que 2 et 2 sont 4, etc. Et donc, la pièce va être censurée et c'est comme ça que grâce ensuite au XIXe siècle à la redécouverte de l'édition hollandaise, on va retrouver les passages les plus audacieux. Et donc, la pièce va acquérir, à partir du XIXe siècle, une dimension provocatrice, philosophique, qui va en quelque sorte renchérir sur l'image de Molière et lui donner une image de philosophe, de penseur, voilà. Mais pour lui, franchement, c'était une pièce bouche-trou qu'il a écrite, encore une fois, comme je vous l'ai dit, en quelques semaines, à partir d'un scénario dans lequel il avait écrit d'emblée pour pouvoir commander 3 mois à l'avance les grands décors à des décorateurs spécialisés. Voilà, il faudrait que je parle beaucoup plus longtemps pour vous expliquer ça, mais j'espère que j'ai été suffisamment suggestif. Oui, et on recommande évidemment l'adaptation avec Michel Piccoli qui passe dans tous les cinémas. Alors il est 20h, on va devoir s'arrêter là. Je suis désolée pour les questions que je n'ai pas pu relayer. J'essaierai peut-être d'envoyer des petites réponses. En tout cas, tous nos remerciements. Un grand bravo à Georges Forestier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.